Merci beaucoup à tous et à toutes d'être là aujourd'hui. Good day to everyone, wherever you are. Bienvenue, merci de nous rejoindre. Roundtable, the fourth one Et of donc, the bienvenue à cette table ronde as part of the organisée par le Caucus des femmes, Visa by qui Diversity. sera donc This one l'une where de nombreuses autres tables rondes responsibility sur le thème de la justice de genre et la the biodiversité. full name of Et the le thème qui nous réunit aujourd'hui, table. c'est de quelle manière faire un I am suivi qui Amelia prenne en compte Regin la dimension de from genre the Women's dans la Rights mise en œuvre du cadre Monitoring mondial Framework. pour la biodiversité Kunming Montréal. Je suis We're donc talking Amelia about Regin et je suis the ravie importance and d'ouvrir cette session. monitoring within the biodiversity context. But before going into the full session, just Alors quick avant d'entrer dans le vif du sujet, that I would like to highlight je voudrais simplement vous partager quelques détails techniques. available Nous technical avons support donc l'interprétation qui est accessible en espagnol et en français. French. If you prefer to listen to the sessions in either of these languages, Et please si vous préférez donc écouter la session dans une de ces deux langues, merci de suivre les indications à l'écran pour accéder donc au canal d'interprétation. Vous pouvez donc cliquer sur l'icône en bas de votre écran et sélectionner votre canal d'interprétation. Alors, certaines intervenantes vont sûrement parler en espagnol. Donc, si vous souhaitez écouter également la traduction, n'hésitez pas donc à cliquer sur votre langue de préférence. Nous espérons que vous pourrez pleinement tirer parti de cette session et si vous avez des problèmes, surtout n'hésitez pas à nous écrire dans le chat. Pour les personnes qui vont intervenir, merci donc de faire en sorte d'avoir un matériel suffisant pour que les interprètes puissent bien vous entendre. Je suis ravie donc de vous avoir tous et toutes ici dans cette rencontre. Nous vous encourageons vraiment à laisser tous vos commentaires et vos questions dans le chat pour que nous puissions les prendre en compte lors de cette présentation et y répondre à la fin de cette session. Alors, maintenant que nous avons réglé les aspects techniques, eh bien, permettez-moi de vous parler un peu de la raison d'être de cette session. Comme nous le savons tous et toutes, les travaux sont actuellement en cours pour donc finaliser le cadre de suivi du cadre mondial pour la biodiversité Kunming Montréal, conformément à la décision 15.5. Et nous devons donc vraiment adresser et répondre à ce travail et sensibiliser le public sur les indicateurs qui ne sont pas encore complètement développés et améliorer ainsi l'efficacité globale de la mise en œuvre de ce cadre. Donc, la version actuelle de ce cadre doit encore approfondir ses orientations en termes de territoire, d'approche basée sur les droits humains et donc de justice de genre. Alors pour cela, je suis ravie de vous présenter nos intervenantes distinguées d'aujourd'hui. Alors nous avons le plaisir d'accueillir Gillian Campbell du secrétariat de la CDB, Mattea Vukelik du PNUE-VCMC, Karina Vargas qui représente le consortium APAC, Juana Vera et Valentina Figuera de la Global Forest Coalition, Mirna Fernandez du Global Youth Biodiversity Network, Abigail Kitma de Tepteba et Rina Lirai de Women for Biodiversity. Merci de leur souhaiter la bienvenue.
Et nous allons donc commencer ce webinaire avec l'introduction de Madame Gillian Campbell du secrétariat de la CDB qui nous présentera donc le cadre de suivi. Merci Madame Campbell, bienvenue sur cette scène virtuelle et nous allons donc entendre ces réflexions sur la question qui nous réunit aujourd'hui. Donc merci à toutes les deux. Bonjour, bon après-midi à tout le monde. Je vais donc partager quelques slides, mais l'idée, c'est vraiment d'avoir une discussion interactive sur ce thème. Alors voilà, je vais partager mon écran. Alors, je voulais simplement donc vous partager une introduction brève sur le cadre de suivi. Pardonnez-moi une petite seconde. Voilà, donc comme je le disais, je vais vous partager une brève introduction et sur la manière dont le genre est inclus dans ce cadre de suivi. Donc, dans la décision 15.5, il y a plusieurs types d'indicateurs qui servent donc à mesurer les objectifs du cadre mondial. Nous avons donc les indicateurs phares, qui sont des indicateurs quantitatifs. Et à mesure donc, de l'avancée des négociations lors de la COP 15, il y a eu plusieurs discussions sur le type d'indicateurs nécessaires en termes de biodiversité. Alors, nous n'avons pas beaucoup d'indicateurs quantitatifs, hein. Il faut donc bien le rappeler. La plupart sont reliés donc au processus de prise de décision et cela est très complexe. C'est-à-dire, qu'est-ce que l'on mesure exactement? Est-ce qu'on mesure seulement le nombre de femmes qui vont à une réunion? Mais cela ne nous dit pas vraiment si elles sont incluses dans le processus de prise de décision. Par exemple, dans les objectifs pour le développement durable, on regarde combien de femmes sont parlementaires, par exemple. Mais en termes qualitatifs, cela pose beaucoup de questions. Je pense donc qu'ici, il y a vraiment une lutte. Cela n'est pas facile d'identifier les indicateurs quantitatifs et de quelle manière ils seront mis en œuvre. Et il y a eu donc toute une discussion sur les femmes propriétaires de terres. Malheureusement, il est difficile d'obtenir ce type de données. Et il semble que la plupart des personnes présentes lors des négociations se sont concentrées beaucoup sur donc, ce sujet. Est-ce que des femmes agricultrices sont propriétaires de leurs terres? Alors, est-ce que cela doit vraiment être un indicateur phare? Est-ce que cela nous dit vraiment si les femmes sont incluses dans la prise de décision concernant la biodiversité? Il y a donc des questions qui sont encore en suspens ici. Si l'on regarde les cibles 22 et 23, il y a donc des indicateurs binaires, oui, non. Il s'agit donc par exemple d'une question, d'une série de questions qui sont posées pour les rapports nationaux et qui attendent une réponse oui ou non. Alors, autant les indicateurs phares que les indicateurs binaires font partie du processus de rapportage au niveau national. Alors, il me semble que les indicateurs binaires seront peut-être plus faciles car ce seront des questions. Le problème des indicateurs phares est qu'ils demandent des données quantitatives et qualitatives. Donc, il faudra voir de quelle manière cela pourra être fait.
Alors, pour le moment, ce sont vraiment ces indicateurs binaires qui ont été les plus travaillés. Alors, quelles sont les tâches qui restent à faire? Eh bien, il va falloir finaliser le travail méthodologique sur les indicateurs. Les indicateurs binaires donnent quelques orientations là-dessus. Il y a des forums également en live qui sont ouverts pour ces discussions. Vous pouvez voir ici le lien. Donc, n'hésitez pas à utiliser ce forum hein, si vous le souhaitez. Il est ouvert à toute personne souhaitant contribuer. Nous allons également partager des orientations en termes de désagrégation des données par genre, entre autres. Et nous aurons besoin donc de l'aide des pays pour assurer le recueillement de données. Alors, en ce qui concerne l'indicateur binaire, si l'on regarde la décision, le terme, c'est donc indicateur à échelle mondiale recueilli à partir d'informations non binaires. C'est ainsi que le terme est présenté dans les documents. En ce qui concerne la cible 22, le processus de prise de décision doit être participatif, inclusif, représentatif et inclure le genre et la perspective des droits humains. Alors, si l'on regarde plus en profondeur cela, il y a plusieurs questions qui sont soulevées. Alors, par exemple, est-ce que les pays ont une politique qui permette d'assurer que ce processus de décision soit participatif, inclusif, etc. Alors, c'est une donnée qui peut servir hein, pour voir si cette cible est remplie, respectée. Alors, bien entendu, il ne s'agit pas simplement de oui ou non. Dans les indicateurs binaires, il y aura sûrement plusieurs possibilités ou un oui complet, un oui partiel, par exemple, etc. Cela nous permettrait d'avoir un peu plus d'informations détaillées. Bien entendu, pour un cadre global, il faudra tous ces indicateurs. Et donc, il faudra voir de quelle manière tout cela sera présent dans les rapports. Je crois que c'est tout pour le moment. Je voulais simplement vous donner quelques points d'entrée pour amorcer ce webinaire. Et ce sera un travail très complexe hein, de voir quelles seront les questions dans les rapports et de quelle manière avoir les meilleures réponses. Donc, je rends la parole et merci beaucoup. Thanks so much, indeed, Gillian, for giving us these critical elements to understand what is the monitoring framework. Merci beaucoup, Gillian, de nous avoir donné les éléments essentiels de ce qu'est le cadre de suivi et à quelle étape du processus nous nous trouvons. J'invite maintenant Madame Mattea Vukelik du PNUE WCMC à nous faire part de ses précieuses observations et à nous indiquer dans quelle mesure le cadre de suivi est sensible à la dimension du genre dans sa forme actuelle. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous pouvez m'entendre. Je vais partager mon écran. Est-ce que ça fonctionne? Alors, super. Merci beaucoup pour cette invitation et je pense que ma présentation va être complémentaire de celle de Gillian. Donc, je suis chargée de programme au PNUE WCMC et je voulais juste vous dire donc, que le cadre de suivi
doit être utilisé par les parties pour évaluer les progrès dans l'implémentation et la mise en place, pardon, du cadre mondial de Kunming-Montréal. Et donc, je vais aller rapidement puisque Gillian a déjà évoqué cela. Donc, il y a des indicateurs clés dont le but est de montrer l'impact général et qui peuvent être complémentés par des indicateurs de composantes. Il y a également des demandes d'évaluation où il peut y avoir des réponses par oui ou par non aux indicateurs binaires dans les rapports nationaux, donc au niveau national. Donc, comme on a entendu, le cadre de suivi n'est pas encore complet. Donc, les indicateurs principaux, les 26 indicateurs principaux sont à différents niveaux actuellement de complétude. Il y en a 12 qui sont disponibles, 14 qui ont besoin d'être développés davantage et 7 cibles pour lesquelles il n'y a pas d'indicateur principal. Donc, ces indicateurs peuvent être incomplets et ne pas permettre de montrer toutes les composantes des cibles. Comme disait Gillian, il y a encore un travail nécessaire pour finaliser ces indicateurs et dans ce but, un mécanisme a été adopté par les parties. Donc, il y a un groupe d'experts techniques ad hoc qui a été mis en place, donc, qui doivent améliorer le cadre de suivi et compléter donc, les indicateurs phares qui n'ont pas été soutenus par une méthodologie particulière. Donc ici, vous pouvez voir une capture d'écran de ce dont on parle. C'est la cible 23 telle qu'elle est actuellement dans le cadre de suivi. Et je voudrais juste mentionner un fait important. Donc, le fait d'avoir une réponse qui soit sensible au genre est mentionné non seulement dans le cadre, mais aussi dans le cadre de suivi. Donc, c'est mentionné que la réduction des inégalités va aussi dépendre de l'application responsable en fonction du genre. Les parties ont également adopté le plan d'action pour l'égalité des sexes, qui est lié au cadre de suivi. Si on revient au cadre de suivi, on peut voir donc la cible 22 sur l'égalité des genres. Et ce qu'on trouve à cet endroit-là, c'est un indicateur binaire. Et on retrouve ici pour la cible 23 également un indicateur binaire qui est discuté par le groupe d'experts ad hoc. Donc, par exemple, l'indicateur actuel, c'est le nombre de pays où les femmes peuvent avoir accès à la terre de différentes façons. Donc, c'est une cible qui est très ambitieuse et ça peut être un défi de répondre à tout ça. Oui ou par non. On a aussi un indicateur de composantes qui mentionne donc la mise en place nationale du plan d'action en matière d'égalité des sexes. Donc, pour suivre cette cible 23, donc nous avons besoin d'indicateurs qui soient holistiques, qui permettent de suivre la mise en place
et qui soient liées à la cible 22 et 23. Et on a besoin de questions qui ne soient pas catégoriques, mais plutôt une série de questions qui puissent correspondre à différents aspects. Ce que je voudrais souligner ici, c'est que le plan d'action en matière d'égalité des sexes est vraiment crucial puisqu'il va également permettre de soutenir une mise en place responsable en matière de genre. Et la mise en place de ces actions qui sont mentionnées dans le plan d'action n'est pas suffisante. Il faut aussi donc assurer qu'il y ait des indicateurs sensibles au genre pour les cibles du cadre principal. Et finalement, je voudrais partager quelques ressources. Donc, vous pouvez ici avoir accès au cadre mondial, au cadre de suivi, au plan d'action en matière d'égalité des sexes et finalement, les informations qui sont disponibles sur les indicateurs liés à la biodiversité et les méthodologies qui sont liées. Donc, c'est quelque chose de très utile. Je pense que j'ai utilisé mes 5 minutes. Merci beaucoup. Je vais m'arrêter ici. Merci beaucoup, Mathéa. Avec ces éléments, je pense qu'on a une vision beaucoup plus claire et compréhensible des différents éléments. Merci aussi de souligner l'importance du plan d'action en matière d'égalité des sexes. Maintenant, il est temps d'entrer dans le vif du sujet. Et donc, on va entrer dans la prochaine partie de notre webinaire avec les experts qui vont partager leurs analyses sur différentes cibles. Et avant cela, je voudrais juste elles auront chacune 10 minutes et je vous indiquerai quand il vous reste 2 minutes. Donc, n'ayez pas peur quand je dis 2 minutes. C'est juste une information. Nous avons besoin de faire cela pour rester dans les temps et rester Let me give the floor first to Karina Vargas, representative of the ICCA donc, on a consortium. besoin de rester dans les temps. Je vais maintenant inviter notre première intervenante, Madame Karina Vargas du consortium APAC, à partager son point de vue collectif sur la manière de suivre de manière sensible au genre la cible 3 du GBF. Avant de commencer, veuillez que Madame Vargas va s'exprimer en espagnol. Donc, nous vous encourageons tous à utiliser la fonction d'interprétation pour une traduction sans faille. Bienvenue, Madame Vargas, vous avez la parole. Bonjour, j'espère que maintenant on peut m'entendre. Je suis ici au nom du consortium APAC, qui est une organisation mondiale qui soutient les peuples autochtones et les communautés locales qui conservent leur territoire avec leur propre manière et leur propre forme de gouvernance. Et donc, je voudrais vous parler de la façon dont le consortium aborde les questions de genre. Je vais d'abord parler d'un certain nombre d'aspects généraux avant de rentrer sur des questions plus spécifiques. Donc, la première question, c'est comment on aborde le genre au consortium. Donc, on entend que les dynamiques de genre sont transversales à toutes les relations.
Donc, c'est pour cela que, depuis le consortium APAC, on cherche à affronter les barrières systémiques et les inéquités structurelles qui génèrent les violences pour se baser sur les contributions et les apports de toutes les personnes et de tous les genres. L'objectif de la politique de genre du consortium est de promouvoir le respect et un traitement équitable pour tous les genres qui existent, quelle que soit leur façon de se percevoir. Donc, les genres et les rôles de genre eux-mêmes sont une source de diversité chez les peuples autochtones et les communautés locales, puisque dans les territoires, il y a différents types de connaissances et de pratiques qui sont uniques. Donc, c'est pour cela que nous abordons cette question depuis les territoires. Depuis le consortium, nous souhaitons aussi reconnaître le rôle important des femmes autochtones et des communautés locales qui assurent la sécurité et la souveraineté alimentaire de leurs familles et de leur communauté, notamment dans le soin à la santé, la transmission de connaissances, la conservation de la biodiversité. Nous voulons aussi souligner le rôle immense des femmes pour conserver la nature, utiliser les biens communs de façon durable, pour partager, participer à la gouvernance de leur territoire. Mais il est aussi nécessaire de reconnaître la difficulté que peuvent rencontrer les femmes pour partager aux espaces de politique publique et aussi de gouvernance sur leur propre territoire. Donc, il est important de réfléchir à la de garantir la participation, la gestion et la prise de décision des femmes. Donc, si on essaye de regarder les failles fondamentales qui existent sur la cible 3, on peut voir que les indicateurs se limitent à certains aspects en matière de genre et de droit. Parce qu'il y a donc un lien avec des superficies. Et donc, on rencontre également seulement quelques indicateurs binaires. On pourrait avoir un approfondissement avec des questions sur qui conserve les territoires. On pourrait avoir de cette façon une possibilité de montrer le rôle des femmes. D'un autre côté, cette cible 30 pour 30 pourrait donner lieu à un nouveau processus d'accaparement des terres et des territoires au nom de la conservation pour atteindre le pourcentage qui est proposé. Et comme 80% de la biodiversité de la planète se trouve sur les territoires des peuples autochtones, la meilleure manière de conserver les écosystèmes, c'est d'assurer les droits. Et parmi les droits des femmes autochtones en garantissant les formes de vie de ceux qui vivent et dépendent des territoires, et parmi eux, les femmes. Donc, on peut voir, par exemple, en Afrique, la majorité des territoires des communautés ont été dépossédés pour être convertis en aires protégées. Donc, une faille critique en ce sens, c'est le manque de mention de la protection qui est menée par les peuples autochtones et les territoires traditionnels ou ancestraux, comme un indicateur du cadre mondial de conservation. C'est pour cela qu'un indicateur sur la sécurité juridique de ces terres et les territoires des peuples autochtones et communautés locales est nécessaire pour ne pas avoir plus d'impact sur leur forme de vie.
il y a aussi un manque d'indicateurs sur les contributions des femmes et sur la participation des femmes à la gestion et à la gouvernance. Je voudrais aussi signaler qu'il manque des données désagrégées pour pouvoir suivre la mise en place du cadre mondial. Et il manque également des informations pour pouvoir concrétiser ces indicateurs et montrer les différents contextes et les menaces qu'affrontent les territoires. Finalement, sur la question de quelles sont les possibles façons de désagréger les thématiques ou les domaines par lesquels cette cible puisse améliorer le suivi. Donc, il faut inclure comme thème spécifique les territoires conservés et gérés par les peuples autochtones et les communautés locales. Et cela inclut l'élaboration de rapports qui signalent le pourcentage de territoires conservés par les peuples autochtones et les communautés locales, le suivi de la reconnaissance et de la protection légale de ces aires et des structures de gouvernance qui sont mises en place par ces peuples pour conserver la biodiversité. La reconnaissance et la protection des territoires conservés et gérés par les peuples autochtones et les communautés locales, d'aucun doute pourrait aider à atteindre le pourcentage établi dans la cible 3. Par exemple, au Chili, si on reconnaît seulement les espaces côtiers marins des peuples originaires, on pourrait atteindre le pourcentage qui est proposé. Donc, cette figure des espaces côtiers marins au Chili propose des concessions maritimes aux peuples originaires qui exercent leurs usages traditionnels. Les espaces sont conservés et protégés depuis longtemps par ces peuples. Et la reconnaissance de ces espaces qui sont conservés et gérés par les peuples autochtones et les communautés locales permettrait d'apporter des garanties et de garantir les droits et la conservation des territoires et d'assurer aussi les formes de gouvernance. Finalement, il faut respecter l'intégralité des territoires de vie. Je veux le mentionner parce qu'on parle de respecter les aires protégées, mais il faut absolument, donc, dans le cadre de ces pourcentages, aussi respecter les territoires de vie. Et donc, le suivi de cette cible implique cela. Et finalement, si on réfléchit à comment refléter les perspectives de genre dans les indicateurs de cette cible, je pense qu'il est important d'identifier et de visibiliser la contribution spécifique de chaque genre à la conservation d'une aire protégée, c'est-à-dire ce que les femmes et les hommes et les autres genres des communautés ou des peuples apportent à la conservation de leur territoire autochtone et traditionnel. Finalement, il y a d'importantes ressources et des mécanismes de financement de la biodiversité qui devraient aider à atteindre cette cible. Et pour cela, il est important que la distribution de ces fonds soit bien réalisée avec une perspective de genre, en prenant en compte les failles et les inégalités qu'affrontent les femmes pour accéder aux ressources en cherchant à apporter et non au pourcentage qui est établi, mais plutôt améliorer la gestion et la gouvernance de ces espaces avec la participation active des femmes. C'est ce que je voulais partager avec vous. J'ai essayé d'être brève. Merci beaucoup. Gracias. Thank you so much, Ms. Vargas, for this intervention.
I think that you have shared like a lot of details. Merci encore pour cette intervention. Merci pour ces informations si utiles pour nous toutes et nous tous, hein, en tant que délégués, observateurs et observatrices pour la prochaine réunion de la SBST1. Like the disaggregation by sex, but also different topics that should be included as are not there yet, or maybe not. Merci d'avoir souligné les différents thèmes qui ne sont pas encore inclus, mais qui devraient qui devraient l'être, pardon, tels que les financements responsables, etc. Mais je vais donc laisser la discussion se poursuivre avec nos autres intervenantes. Je vais donc laisser la parole maintenant à Juana Vera Delgado et Valentina Figuera, nos collègues de la Global Forest Coalition, qui vont nous parler de comment faire un suivi en termes de genre des cibles 18 et 19. We cannot hear you, Juana. Alors, Juana, je crois que ton micro est éteint. Ah oui, pardon, merci beaucoup. Merci Karina pour cette fabuleuse présentation et merci Amélia de nous offrir cet espace. Nous allons donc essayer de répondre aux inquiétudes soulignées par Karina, pas simplement sur la cible 3, mais également sur d'autres cibles du cadre mondial sur la biodiversité. Je vais donc partager ma présentation. Voilà, j'espère que tout le monde peut voir mon écran. Parfait. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais simplement vous expliquer que nous allons, dans une première partie, contextualiser le terme de la mobilisation des ressources. Et puis ensuite, nous essaierons d'analyser la situation, de quelle manière prendre en compte les différentes réalités pour faire une proposition d'indicateurs qui prennent en compte la dimension de genre. Je vais donc commencer par présenter, puis ensuite je laisserai la parole à ma collègue Valentina. Alors, voilà donc ici la cible 18. Donc, je souhaiterais commencer par là. Alors, cette cible, elle nous parle principalement des incitations. L'idée, c'est que d'ici 2025, donc dans 2 ans, l'idée de recenser les incitations, les subventions préjudiciables à la biodiversité, les éliminer, les supprimer progressivement ou les modifier. La proposition est de les réduire progressivement d'au moins 500 milliards de dollars par an d'ici 2030, en commençant donc par les incitations les plus préjudiciables. Cette cible est liée à la cible 19. C'est pourquoi nous présentons ici les deux ensemble. Et la cible 19 nous dit qu'augmenter sensiblement et progressivement les ressources financières provenant de toutes les sources de manière efficace, opportune et en facilitant leur accès, y compris les ressources nationales, internationales, publiques et privées. La proposition est de mobiliser au moins 200 milliards de dollars par an d'ici 2030. Dans cette cible, on nous explique également comment cette mobilisation devrait se faire. On voit ici donc augmenter le montant total des ressources financières internationales liées à la biodiversité, accroître significativement la mobilisation des ressources nationales, tirer parti des financements privés mixtes et mettre en œuvre des stratégies de mobilisation de ressources nouvelles et supplémentaires, promouvoir des systèmes innovants tels que le paiement de services écosystémiques
Et enfin, tirer le meilleur parti des avantages connexes et des synergies de financement. Point F, renforcer les actions collectives. Et enfin, le dernier point, améliorer l'efficacité, l'efficience et la transparence. Donc, lorsque l'on lit cela, on se dit que c'est très intéressant, mais il faut faire attention si on regarde par exemple le point D, stimuler des schémas innovants comme les paiements pour les services écosystémiques, les obligations vertes, les crédits et compensations en matière de biodiversité, etc. Alors attention, ce sont des mécanismes de marché. Et nous savons que ces mécanismes ont des impacts négatifs, principalement pour les territoires et les populations. Et Karina nous en a déjà parlé. Et ce sont souvent les femmes et les personnes âgées qui sont les plus touchées. Je reparlerai de cela par la suite. Alors, quels sont les besoins estimés, les besoins globaux? Alors, on nous dit qu'on pourrait mobiliser plus de 2 milliards de dollars pour la biodiversité. Malheureusement, pour vraiment financer cette conversion de la biodiversité, nous aurions besoin de beaucoup plus. Nous estimons plutôt 950 milliards de dollars. Donc, ce sont des chiffres immenses et on voit qu'ici, il y a un grand manque qui n'est pas couvert. Alors, les composantes de ces besoins estimés sont donc les zones protégées, l'agriculture, sylviculture, la pêche, entre autres. Et il faut souligner que dans ce budget n'est pas inclus la mise en œuvre et le suivi des cibles du cadre mondial. Et ne sont pas incluses les cibles 22 et 23, bien évidemment. Donc, vous pouvez voir dans cette liste de besoins estimés, tout n'est pas couvert. Donc, comme je l'ai déjà mentionné, d'où vient le financement? Eh bien, donc des finances publiques nationales, des paiements de services environnementaux, compensation crédit, aide au développement, etc. Donc, c'est de cette manière-là qu'on nous explique qu'on va pouvoir mobiliser ces ressources. Mais alors, quelle est réellement ou quelle est la réalité? Eh bien, celle-ci est tout à fait ironique parce qu'on fait un pas en avant, mais on en fait 5 en arrière. Alors, j'ai essayé de vous montrer dans ce graphique la différence entre le financement de la conservation, hein, qui compte pour 22%, et des subventions directes qui sont nocives et qui contribuent à hauteur de 78%. Donc, de ce budget total. Donc, on essaye de faire un pas en avant et puis on retourne en arrière parce que si l'on calcule le total des subventions néfastes en tenant compte des externalités environnementales, eh bien, on est bien au-delà de 4 à 600 milliards de dollars, hein, donc 6 trillions de dollars au niveau mondial par an. Donc ça, c'est ce qu'il se passe réellement. Alors, à elle seule, l'agriculture représente environ 520 milliards de dollars par an. Et donc, ce sont des subventions préjudiciables à l'environnement et qui tiennent en compte, qui soutiennent les combustibles fossiles. Donc, lorsque l'on regarde cet appui aux combustibles fossiles, on en arrive à 1,8 trillion de dollars, ce qui est
vraiment bien au-delà de ce qui est dit dans le texte. Alors, bien que les pays du G20 aient convenu en 2009 de supprimer progressivement les subventions dites inefficaces en combustibles fossiles, ils n'ont fait que des progrès très limités jusqu'à maintenant. Il n'y a pas de limite à l'ambition extractive. Alors, je souhaitais vous partager un exemple ici. We are just 3 minutes left. Alors, Juana, tu n'as que 3 minutes pour terminer. Ok, je vais donc essayer de terminer rapidement. Donc, au nom de l'équité et du développement durable vert, en juillet 2023, le Fonds vert pour le climat de la Convention cadre des Nations unies sur les changements climatiques, donc qui est un des plus grands fonds mondiaux consacrés à la lutte contre le changement climatique, a approuvé une proposition de financement de plus de presque 190 millions de dollars pour des monocultures de palmiers à huile, de cacao et de caoutchouc, ainsi que pour l'élevage industriel non durable de bovins. Donc, le portefeuille vert comprend des entreprises agroalimentaires comme la multinationale brésilienne Marfrig, qui a été accusée d'abattage illégal d'arbres, etc. Donc, voilà un exemple de 1 pas en avant et 5 pas en arrière. Autre exemple, au nom de l'équité, ce Fonds vert pour le climat a toujours approuvé et financé des projets très controversés, tels qu'un accord de participation de 25 millions de dollars avec le Fonds Arbaro, qui est une société d'investissement privée basée en Allemagne, et donc un accord pour des plantations d'arbres en monoculture qui ont entraîné des dommages sociaux, environnementaux et économiques dévastateurs, surtout donc pour les peuples autochtones, les communautés locales et les femmes. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à regarder les publications de GFC, de la Global Threats Coalition. Quels sont les principaux enseignements que l'on en tire? Eh bien, le financement de la biodiversité reste une niche qui n'est pas du tout, qui ne fait pas l'objet d'un suivi efficace. Donc, nous sommes dans une bataille complètement injuste entre des milliards de dollars consacrés à des subventions néfastes au nom de l'équité qui n'est en fait que du greenwashing. Et l'impact sur les hommes et femmes est rendu invisible parce qu'il est profondément ancré dans un système colonial, extractif et patriarcal. Donc, la plupart de ces subventions nuisibles, indirectes, et leurs impacts ne font pas partie des considérations de la biodiversité. Donc, au moment du suivi, du contrôle des flux financiers, il est nécessaire de rendre cela visible, de suivre, de dénoncer toutes les incitations et subventions néfastes qui contribuent donc au greenwashing. Je vais donc laisser la parole maintenant à ma collègue Valentina pour la suite de cette présentation. Alors, je n'ai pas beaucoup de temps, donc je vais essayer vraiment de conclure très rapidement. Alors, nous avons des propositions d'indicateurs complémentaires, principalement pour les cibles 18 et 19, en tenant compte de la dimension de genre. Et nous pensons que les subventions accordées aux monocultures et à l'agriculture intensive non durable doivent être éliminées. Toutes ces subventions qui contribuent à la perte de biodiversité des forêts doivent être éliminées. De la même manière, avec la cible 19, nous avons en orange ici fait des propositions pour améliorer ces indicateurs. Par exemple, prendre en compte le nombre de femmes, de peuples autochtones, de petits producteurs ayant un accès sûr aux ressources financières pour préserver la biodiversité, les écosystèmes, le montant de financement public pour les femmes, les jeunes et peuples autochtones, donc pour la biodiversité, les écosystèmes. Alors, désolée, je n'ai pas le temps d'aller plus en profondeur, mais voilà pour quelques mots de présentation. Dans tous les cas, nous partagerons nos publications qui reprennent ce travail pour que vous puissiez en lire plus.
Merci beaucoup. Merci Amélia et merci à toutes les personnes de nous avoir ouvert cet espace. Merci Juana, merci Valentina. Alors, il y a déjà des questions qui apparaissent dans le chat. Alors, simplement pour vous confirmer que ces présentations seront partagées pour que vous puissiez vraiment avoir ces informations critiques essentielles et si vous souhaitez approfondir certains sujets. Donc, si vous avez des liens de publication, n'hésitez pas à les partager dans le chat pour que les personnes présentes puissent y avoir accès. Alors, passons maintenant à notre intervenante suivante, Madame Mirna Fernandez du Global Youth Biodiversity Network qui nous partagera son point de vue sur la manière de suivre la cible 21. Merci beaucoup, Mirna. La parole est à toi et bienvenue ici. Alors, Mirna, est-ce que tu peux ouvrir ton micro? Oui, je suis là. Merci beaucoup pour cet espace. Je vais donc partager mon écran. Okay. I hope you can see my screen well and hear me well. Thank you so much. I will try to be brief, but please. Alors, merci beaucoup. Je vais essayer d'être brève. Well, I will skip this day a little bit because I think you know who we are. We are the Global Youth Biodiversity. Alors, je pense que vous connaissez déjà donc notre réseau pour la jeunesse et la biodiversité. Nous sommes une coalition de jeunes et donc nous travaillons au suivi et à la mise en œuvre efficace du cadre pour la biodiversité globale. Nous travaillons donc pour vraiment permettre des conditions d'un changement transformateur profond et prendre en compte des sujets qui ne sont pas forcément visibles. En ce qui concerne la cible 21, donc c'est une cible très complexe qui a de nombreux éléments. C'est un peu comme si on avait voulu faire rentrer plein d'éléments dans une seule cible qui aurait peut-être pu être divisée en plusieurs cibles. Mais principalement, cette cible nous parle donc de l'information, des données, du savoir accessible à tous pour assurer une gestion participative, pour renforcer la communication, la prise de conscience, l'éducation, le suivi, la recherche, les connaissances, dont les connaissances traditionnelles, ainsi que les innovations, les pratiques et les technologies des peuples autochtones et des communautés locales qui devraient donc toujours avoir accès à donner leur consentement de manière préalable, informée et libre. Donc, il y a ici comme une liste d'éléments qui ne sont pas forcément faciles à comprendre. Alors, nous avons une convention importante qui est donc l'accord d'Escazú, qui couvre l'Amérique latine et les Caraïbes, qui nous parle donc de l'accessibilité à l'information liée à l'environnement. Donc, chaque partie devrait assurer l'accès du public à l'information environnementale selon le principe de transparence maximum.
Cet accord nous parle de l'exercice des droits des citoyens lorsque l'information n'est pas accessible, n'est pas complète. Tous les partis devraient donc donner librement l'information dans des conditions d'égalité. Donc, je crois que cet accord est important, est un guide, une orientation importante pour la mise en œuvre de la cible mentionnée avant. En ce qui concerne le savoir traditionnel, nous avons ici l'article 8J qui nous parle donc du respect, de la préservation et du maintien de ce type de savoir, des innovations et des pratiques des peuples autochtones et des communautés locales. Et nous pouvons voir ici que la position de cet article est tout à fait intéressante et nous donne une orientation essentielle pour la mise en place de la cible. Alors, il est important également de bien comprendre tous les éléments du consentement préalable, informé et libre. Alors, libre, cela signifie que ce consentement doit être donné de manière volontaire, sans aucune coercition, intimidation ou manipulation. Alors, préalable, alors bien entendu, parfois, ça ne sert à rien de demander le consentement si le projet est déjà mis en place. C'est donc préalable à toute mise en place d'activités. Informer, parce que très souvent, les projets ne sont même pas dans la langue des peuples autochtones. C'est donc une manière détournée de ne pas vraiment informer les personnes. Et consentement, parce que ce sont donc les communautés dans leurs ensembles qui doivent donner leur consentement et pas seulement un leader, par exemple. Et c'est ici qu'il faut également penser à la prise en compte du genre. Très souvent, dans les communautés, les chefs sont des hommes et les femmes sont évincées de la prise de décision et ne peuvent pas forcément donner leur consentement. Donc, le consentement doit être basé sur toutes les voix de la communauté. Et un autre élément clé ici, c'est la communication et la prise de conscience, la conscientisation. Alors, il est important de regarder à nouveau l'objectif 1 d'Aichi, qui nous dit que d'ici 2020, il faudra prendre en compte ce thème de l'éducation. Alors, pour continuer sur l'éducation, c'est donc un point clé également du cadre global sur la biodiversité. Si l'on regarde la section C, elle nous parle de considération sur la mise en place du cadre. Elle nous parle d'éducation formelle et informelle. En effet, il faut prendre en compte cette éducation informelle à tous les niveaux. On nous parle de processus d'apprentissage tout au long de la vie, de la reconnaissance de différents points de vue, de valeurs, de systèmes de connaissances, principalement des peuples autochtones et des communautés locales. Donc ici, on se réfère à différents types d'éducation. Et pas seulement donc, de l'éducation environnementale comme on le comprend dans les curriculums universitaires. Autre élément clé, donc le suivi, la recherche et les connaissances et leur gestion. On peut voir ici donc, dans la cible 20 le renforcement des capacités, le transfert de technologies, la promotion du développement et l'accès aux innovations techniques et scientifiques, par exemple. Mais on ne sait pas encore comment cela va se passer. Alors, sur le thème des indicateurs, il y a un indicateur phare. Donc, c'est l'indicateur sur l'information de la biodiversité pour la gestion et le suivi du cadre mondial. On ne sait pas encore comment ces informations seront mesurées. Les indicateurs de composantes qui sont proposés sont donc l'index, le statut de l'index sur les espèces,
et mesurer de quelle manière l'éducation des citoyens au niveau mondial inclut l'égalité de genre et ainsi que d'autres sous-indicateurs. Donc ici, je ne vais pas lire tous les indicateurs de composantes, mais ils sont très liés aux espèces, aux différents index qui recueillent le nombre d'espèces, les listes d'espèces menacées ou en danger, etc. Donc, ils sont liés aux données liées à la biodiversité, mais on ne parle pas vraiment de l'accès à ces données. Alors, qu'est-ce qu'il manque ici? Alors, pour l'instant, il est très difficile de voir de quelle manière seront mis en place les indicateurs, car il manque encore le soutien institutionnel et politique. Alors, en ce qui concerne les jeunes filles et les femmes, de quelle manière assurer qu'elles seront vraiment prises en compte et que ces données ne seront pas déguisées d'une certaine manière? Il y a donc encore de nombreux éléments qui manquent en ce qui concerne les indicateurs sur la donnée et l'éducation en termes de biodiversité. Et en ce qui concerne le transfert de connaissances intergénérationnelles des femmes et des jeunes filles, il y a encore beaucoup de questions ici. Dans de nombreuses communautés, ce sont les femmes qui transmettent les connaissances d'une génération à une autre. Donc, de quelle manière cela va-t-il être mesuré? En ce qui concerne le recueillement de données, la méthode et les analyses qui seront utilisées, il faudra éviter tout problème ou toute non-inclusion des genres. En ce qui concerne l'éducation, il faudra également évaluer pas seulement le nombre de personnes qui ont accès à l'éducation, mais la qualité, le contenu ainsi que l'accessibilité de l'éducation aux femmes et aux filles. En ce qui concerne la conscientisation, comment faire en sorte que le matériel et les activités prennent en compte la dimension de genre. Et enfin, comme je l'ai déjà dit, en ce qui concerne les indicateurs sur la biodiversité, ne concernent que les données, mais tous les autres éléments clés sont encore manquants. Nous avons donc besoin de propositions qui soient beaucoup plus intégratives de ces éléments. Voilà, merci beaucoup. Thank you so much, Mirna, for your presentation. I think that you highlight very critical points about the need of dissecting the targets. You know, like they are pretty complex targets. Merci beaucoup, Karina. Donc, pour cette analyse vraiment importante sur ces cibles qui sont complexes, ça va être effectivement important de prendre en compte tous ces éléments et de faire le lien avec d'autres processus, comme tu le mentionnes. J'invite également les participantes et les participants, si vous avez des questions ou des commentaires, vous pouvez les partager sur le chat pour qu'on puisse commencer à y répondre, car je me rends compte qu'on n'aura pas forcément beaucoup de temps pour la session de questions-réponses. Donc, on vous invite à partager vos commentaires sur le chat. Je vais maintenant donner la parole à nos prochaines oratrices. On va entendre Abigail Kitma de l'organisation PEPTEBA qui va nous partager donc la vision et les réflexions de son organisation sur la cible 22. Donc, tu peux maintenant partager ton écran, Abigail. Yeah. Merci beaucoup, Amelia. Okay, if you share from Canva, Amelia?
Est-ce que c'est possible de partager depuis Canva? Je vais essayer. We have a typhoon ongoing right now, so I'm coping up with my niece in her room. So apologies. I will turn off my video so I Je can. suis désolée. Je vais éteindre ma caméra pour que mon audio soit plus accessible. Mais en fait, en réalité, on entend... Now? Yes, we can hear you now. Alors, est-ce que vous m'entendez bien maintenant? Oui. OK. Super. Alors, bonjour à toutes et à tous. Je suis content d'être ici. Merci beaucoup au Caucus des femmes de m'avoir invité à parler. Donc, on a beaucoup réfléchi au sein du groupe de travail sur les indicateurs de l'IFP. Je voudrais dire que je ne suis pas une experte, beaucoup moins que les autres oratrices, mais j'espère pouvoir apporter des choses avec cette présentation pour qu'on puisse discuter de comment on peut faire des stratégies ensemble. Alors, la slide suivante. Okay. Oh, sorry. Yeah. All right. So Target 22 has a lot of Donc, la cible 22 a beaucoup d'éléments très intéressants qui sont très importants pour les droits humains et aussi sur le genre, en lien avec la cible 23. Donc, il y a d'abord la représentation et la participation dans la prise des décisions de différents titulaires de droits, parmi lesquels les peuples autochtones, les communautés locales, les femmes et les filles, les enfants et les jeunes, les personnes en situation de handicap. Il y a aussi les droits des peuples autochtones et des communautés locales. Donc, ce sont des questions procédurales et de droit qui sont en lien avec les objectifs de cette cible, donc autour de l'équité et l'équité dans la participation et la gestion de la biodiversité et des ressources. Next slide, please. So in the current monitoring framework, Donc, dans le cadre de suivi actuel, okay. Oh no, it has shifted. je suis désolée, on dirait qu'il y a eu I'm sorry un if petit problème. graphics were a bit, moved. Je suis désolée. Basically, in the monitoring framework, Julian mentioned Mais earlier, there is donc, a si on revient au cadre de suivi, number of comme Gillian l'a expliqué, il y a des indicateurs binaires et ensuite, il y a un indicateur sur une composante sur donc la sécurité foncière. Et ensuite, il y a des indicateurs complémentaires donc sur l'accès au foncier et sur les défenseurs des droits humains. Donc, il manque des indicateurs sur l'accès à la justice et des informations complémentaires. Il manque aussi des indicateurs phares pour cette cible 22. Donc, nous percevons cela comme faille car nous avons affirmé que la cible 22 et la cible 23 sont des cibles transversales au cadre mondial pour la biodiversité. Donc, il y a quelque chose ici où nous avons besoin de continuer à réaffirmer ce qui doit être fait. Donc, si l'on s'intéresse maintenant aux failles et aux défis, donc il n'y a pas d'indicateur phare pour la cible 22. L'indicateur binaire est simplement une question auquel on peut répondre par oui ou par non. Donc, effectivement, cela ne permet pas d'avoir des réponses nuancées
sur la façon dont les femmes, les jeunes, les personnes en situation de handicap expérimentent la mise en place de ces actions et peuvent accéder à la participation. Donc, just answering yes or no. donc, on a besoin de questions plus nuancées. Elements are covered in the current framework. There's no action. During the COP15 Donc, les éléments ne sont également pas tous couverts dans ce cadre de suivi, really no time to delve deeper and have time to car discuss il y a eu une question the remaining targets in de the temps et il y a beaucoup de cibles dans le cadre. So, for example, the Et donc, one on land tenure, it was par exemple, il y en a une sur la question du foncier. headline indicator beforehand, and there was no time to actually be operationalized, which was one of the Et il n'y a questions. pas eu le temps de réfléchir suffisamment à l'opérationnalisation de cette cible. Question, it's based in the headline indicator level. So next slide, please. Donc ensuite, So despite this, there are some opportunities. malgré cela, il y a des opportunités dont on peut tirer profit. Donc, comme vous le savez, il y a un groupe d'experts ad hoc Who are also for human rights-based approach. So we have qui travaillent également depuis une approche fondée sur les droits humains. On a aussi donc le GUBEN et d'autres organisations et personnes que nous pouvons influencer et soutenir pour que les indicateurs soient plus en lien avec les droits dans le cadre de suivi. Et donc, toutes les personnes ici peuvent également contribuer à un document en ligne. Donc, il y a des contributions substantielles du caucus des femmes sur la cible 23 notamment. Et nous devrions toutes et tous être encouragés à participer plus à ce formulaire en ligne pour apporter plus d'équilibre sur ces questions. Et donc, la troisième question ici, c'est que les personnes de ce groupe reconnaissent que les indicateurs binaires ne sont pas suffisamment complets et ne permettent pas de donner sens aux informations. Donc, il y a des suggestions pour que les questions soient plus pertinentes. Donc, notamment, les questions sur la cible 22 où on peut se demander s'il y a des lois pour que les peuples autochtones et les communautés locales puissent accéder aux fonciers et à la propriété des terres. Donc, nous demandons qu'il y ait des changements et si vous avez des suggestions, veuillez les partager. Okay. Yeah. So for the IFP, the strategy from Donc, pour l'IFB, la stratégie est d'assurer qu'il y ait au moins 2 indicateurs phares qui soient transversaux, donc sur la sécurité foncière et sur la participation. Donc, sur l'accès au foncier, on demande qu'il y ait une désagrégation par genre pour l'accès au foncier. Donc, on a besoin d'une méthodologie pour cela et il y a une institution
qui travaillent pour adapter cela à la Convention sur la biodiversité, notamment avec l'ILC. Ce qu'il manque, cependant, a good metric. So I think ce sont des indicateurs we can work qui soient clairs. also working at this. L'interprète est désolé, mais la connexion Internet de l'oratrice ne permet pas une interprétation Please. adéquate. Alright. Donc, maintenant, Okay, maybe I can skip that. The challenges have been mentioned earlier. on peut voir les défis que j'ai déjà mentionnés. So other opportunities we can build on is Il y a d'autres opportunités que je voudrais mentionner sur lesquelles nous pouvons nous baser. Donc, il y a des méthodologies pour les indicateurs des ODD qui peuvent servir à mesurer la participation. Donc, peut-être qu'on pourrait les adapter pour le cadre mondial de la biodiversité. Avant la COP 16, il y a eu tout un processus pour proposer des indicateurs et il a été impossible de les revoir tous, mais on pourrait peut-être y revenir et voir lesquels sont les plus utilisables. Et il est également possible de réviser d'autres possibles méthodologies, notamment Indigenous Navigator, et se rapprocher des institutions qui ont de l'expertise dans le suivi de la participation. On peut aussi s'appuyer sur les rapports de mise en place par les pays sur la cible 8J. Okay. Yes. Okay. So right now we don't have much concrete Et recommendations. maintenant, nous n'avons pas de recommandations très concrètes, mais nous voudrions rappeler que nous devons réaffirmer pendant les discussions du SBSTTA et de l'ATEG qu'il est nécessaire de discuter les cibles qui ne sont pas liées à des indicateurs phares, car c'est probablement plus crucial encore. Nous devrons également continuer à avoir des échanges et des discussions comme celui-ci sur les possibles indicateurs transversaux pour soutenir les représentants et les alliés qui font partie de l'ATEG. Et nous avons également besoin d'insister sur la nécessité d'avoir des indicateurs désagrégés par genre et par âge Of course, there are sur also women, différents sujets, le foncier, also other indicators, les défenseurs des droits humains et notamment les femmes défenseurs. yeah, that is all. Thank you. Apologies for the very print. C'est tout de mon côté. Je suis désolée pour mes problèmes de connexion. J'espère que c'était utile. Merci beaucoup, Abby. Malgré les problèmes de connexion, tu es ici avec nous et on est très reconnaissante pour cette présentation que tu nous as partagée. On va maintenant donner la parole rapidement à Tina Mrinalini-Rai, qui est de Women for Biodiversity, qui va partager son analyse sur la façon de suivre la cible 23. Et nous vous rappelons que vous pouvez utiliser le chat pour partager vos commentaires, vos questions. Donc, à toi, Tina. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Tina, et merci beaucoup à tout le monde. Je pense que j'ai pas beaucoup de temps, mais c'était une session très, très intéressante. Je suis vraiment désolée. Peut-être que certaines des réflexions que je vais apporter se chevauchent avec d'autres qui ont déjà été partagées, mais je vais faire de mon mieux. Est-ce qu'on peut voir ma présentation?
Oui, tout à fait. Elle est maintenant en plein écran. Donc, merci beaucoup à toutes et à tous d'être venus. Donc, on a déjà eu une session sur le cadre de suivi et je vais essayer d'être synthétique. Amélia, je veux bien que tu me dises quand le temps est prêt de s'arrêter. Donc, il est important de regarder les failles du cadre de suivi et comment est-ce qu'on peut faire face à ces failles que l'on identifie. Donc, si l'on regarde rapidement, je pense qu'il est important de regarder donc, la décision 15.5, comme il a été dit par d'autres intervenantes. Un élément important à regarder est aussi la décision 15.6, donc avec ces éléments qui sont clés à prendre en compte pour le cadre de suivi. Car si les indicateurs sont mentionnés dans la décision 15.5, la façon de faire des rapports est dans l'autre décision 15.6. Donc, dans le cadre de suivi, comme toutes les collègues l'ont rappelé, on voit sur la cible 23 qu'il y a plusieurs cibles qui n'ont pas d'indicateur phare. Et on revient à ce document qui s'intéresse en particulier à la cible 23. On peut voir qu'on a un indicateur de composante, mais pas d'indicateur phare. Donc, il a été partagé également. Il y a un indicateur binaire et on se demande si on peut améliorer cet indicateur binaire pour prendre en compte les éléments qui sont évoqués dans la cible en elle-même. Et selon la décision de la COP, les indicateurs complémentaires et phares sont tout aussi importants. Mais dans les rapports nationaux, il faudrait que les deux soient utilisés. Et l'une des conversations importantes ici, c'est que après la COP, nous avons besoin d'une évaluation et donc 23 experts ont été sélectionnés pour la tech pour faire avancer ce travail jusqu'à la COP 16. Donc, notre proposition, actuellement, la proposition pour l'indicateur phare est celui-ci. Et donc, on voit qu'il manque parfois du temps pour revoir ces éléments. Et donc, cet indicateur binaire en particulier, sur le fait qu'il existe ou non un cadre légal avec donc l'inclusion des lois coutumières qui garantissent les droits égaux des femmes à la terre, à la propriété et au contrôle. On voit, comme l'a dit Gillian, donc que cet indicateur est mesuré par la FAO. Donc, il y a des informations disponibles, mais il y a aussi des failles qui sont liées aux questions des terres agricoles. Et maintenant, la discussion, c'est comment est-ce qu'on peut développer cet indicateur. Et l'un des défis dans les discussions autour de ce cadre, c'est comment est-ce qu'on peut aller suffisamment loin pour développer
les indicateurs qui existent déjà dans le cadre des ODD, qui ont été adoptés dans le cadre des Nations Unies et où il y a déjà une méthodologie et des mécanismes. Donc, on se demande si certains de ces indicateurs peuvent permettre de répondre aux questions que l'on se pose ou quelles sont les choses que nous devrons ajouter. Donc, si on s'intéresse maintenant au plan d'action pour l'égalité des sexes, c'est aussi un document clé qui peut apporter des indicateurs clés. Donc, il apporte des éléments qui peuvent être applicables à d'autres cibles. Donc, maintenant, un élément clé dans le plan d'action, c'est qu'il n'y a pas d'indicateurs pour mesurer les actions. Et le plan d'action sur le genre est également volontaire et non obligatoire. Donc, comment est-ce qu'on peut s'assurer que ces éléments sont pris en compte? Mais je voudrais vraiment donc proposer cela au groupe. Donc, pour la conversation, c'est que actuellement, cette case est vide. Donc, ces indicateurs phares sont vraiment essentiels. On ne peut pas laisser cette case vide et dire qu'on va répondre par oui ou par non aux questions qui sont posées. Donc, si on regarde maintenant donc la TEG et les indicateurs des ODD que nous avons proposés. Donc, dans la deuxième réunion, dans la TEG, ils ont mentionné que ce n'était pas leur mission de regarder cela et donc ils ont dit également qu'ils ne vont pas toucher aux indicateurs binaires. Mais si on regarde les réunions de la TEG, on peut voir qu'il y a une conversation. Et donc, cela vient de la seconde réunion de la TEG, où ils réfléchissent plus aux indicateurs binaires. Et je pense que parmi vous, d'autres personnes ont aussi partagé des informations sur ce travail. Et ce serait très intéressant et pertinent si quelqu'un fait cela, c'est de regarder ces éléments et donc comment les indicateurs binaires peuvent permettre de répondre à cela. Je voudrais revenir à la décision sur les mécanismes de reporting et je pense que c'est essentiel pour voir donc que les indicateurs binaires peuvent permettre de demander aux parties de faire donc du reporting sur les SPAMB. Et donc, dans ce reporting et ce modèle de reporting, on voit qu'il manque les éléments pour faire un rapport complet sur les questions de genre. Donc, l'évaluation par les pairs de ces modèles pour les SPAMB, donc l'année dernière, a été soumise à une évaluation pays par pays. Donc, nous savons aussi que d'autres mécanismes de reporting doivent être pris en compte pour donc
porter sur différentes politiques. So headline indicators right now is empty for targets 22 and 23. But the discussion around is that what should the headline indicator then for target 23 should look like? How would it be developed? Who? Donc, There's always la question maintenant est de voir comment est-ce qu'on peut développer ces indicateurs. Et nous avons besoin de financement pour cela, car c'est un travail important. Et il est essentiel d'avoir un indicateur phare pour que l'on puisse l'inclure dans les spams des différentes parties. Et s'il n'y a pas d'indicateur, on va avoir un vide à cet endroit-là. Going forward, I don't know, review the NBSAPs again, or looking at policies or national policy that may have an impact because of this. Now, one of the key elements that we have been doing is, I think like what Avi talked about, is that Sorry, Tina, if you just allow me to make an announcement that the session will continue, but we are going to continue without interpretation. Pardon, Tina, je voudrais juste faire une petite annonce rapide. Donc, la session va continuer. Nous allons continuer sans interprétation. L'interprétation va s'arrêter, mais nous allons continuer à avoir donc l'interprétation. Nous allons continuer à avoir la présentation en anglais. I think it would be beneficial if you type it in the chat so we can address them a bit later. Nous pouvons également recevoir vos commentaires et vos questions sur le chat. Pardon pour cette interruption, Tina. Donc, c'est juste la dernière diapositive. Donc, ce qu'on a besoin de voir également, c'est comment répondre à ces questions auxquelles nous allons devoir répondre en octobre à Nairobi. Those indicators that are already in the list. Donc, la question, c'est comment faire que ces indicateurs qui sont déjà sur la liste et donc, ce que je comprends, c'est qu'il n'y a pas de possibilité d'ajouter des nouvelles choses. Donc, on peut réfléchir aux différentes contributions qu'on a déjà apportées par le passé. Et par ailleurs, on peut demander à nos alliés de nous soutenir sur les différentes questions liées aux droits humains. On travaille également avec nos autres alliés pour avancer sur ces questions. Et si vous souhaitez nous rejoindre ou si vous avez l'expertise pour le faire, plus il y a de monde et mieux ce sera. Donc, je serai contente de prendre certaines questions si vous souhaitez donc poser des questions. Donc, merci beaucoup et je vous invite à envoyer vos contributions. Keep saying the more submissions, the better. Donc, plus il y a de contributions, mieux c'est. Donc, c'est vraiment un portail qui est ouvert. Vous pouvez donc interagir avec ce portail et ça va être vraiment important Thank you so very much. D'apporter ces contributions donc avant la réunion du SBSTA à Nairobi. Donc, je te rends la parole, Amélia. Donc, il y a aussi des points critiques
qu'on a besoin de prendre en compte. Je voudrais to the CBD maintenant to provide some closing remarks to this proposer Thank you so donc much. à la secrétaire de la CBD d'apporter quelques remarques de clôture. Merci beaucoup, Amélia. Félicitations à tout le monde pour ce webinaire. J'ai écouté avec intérêt les différentes présentations et je pense que plus on peut apporter des informations pour ces différents éléments, mieux ce sera. En particulier, sur la façon dont on participe. To see this transformation, but what amount of the transformation of this incentive? Donc, il est important de voir ces transformations, de voir comment ces incitations transforment les choses, notamment pour mesurer la participation. Et je voudrais partager quelques idées pour la TEG et les délibérations de la SBSTTA. Par exemple, combien de femmes participent au projet pour la mise en place, combien sont des leaders sur ces projets, combien de femmes participent sur la protection des aires protégées ou dans les activités productives. On parle beaucoup de transversalisation, mais on a besoin de nombre pour pouvoir montrer tout cela. Et je pense que c'est une source importante d'information. Combien aussi de ministères de l'environnement, femmes au niveau national? Je pense que c'est important aussi. Et très clairement, ce qui a été mentionné par Abigail, on a besoin d'indicateurs sur la participation. Comment est-ce qu'on peut inspirer et encourager les pays à inclure plus de femmes? Et bien sûr, il y a un défi lié au fait qu'il n'y a pas d'indicateur phare. It's not only the number of countries that have some legal dispositions or elements. I think we need to go more, but Et donc, je pense que nous avons besoin de travailler plus sur ces indicateurs de composantes. Et je pense que nous pourrions enrichir ces indicateurs liés en lien avec les circonstances locales. Et donc, on a besoin de trouver les façons de mettre en place ces indicateurs. Et donc, la question, c'est aussi quelles sont les sources des informations. Et il y a aussi un groupe qui apporte des éléments. Et je serais très heureux de voir que parmi vous, il y a des personnes qui sont au sein de l'ATEG et qui apportent des informations pour le forum. Et j'espère que nous verrons plus d'informations à Montréal et à Nairobi en octobre comme un premier pas pour un cadre de suivi plus complet. J'espère que ces idées vont aider à être plus complets. Merci beaucoup. Thank you so much, teacher, also for your support all along these months or years of negotiations. We will make sure of taking note of your ideas. And before we
close the session, please, I invite everyone to open your cameras so we can take a group picture. And also, if anyone has a comment or a question, kindly raise your hand. Fungula kamera ukumuna ngaikota. Put silence the microphone, please. And Claire, you can tell us when you are done with the pictures, please. Kamera ngo. Ifwe makuba mona ngai. Everyone smile. Amelia, I have a difficulty to open my camera. It's Dorothy Senga from DRC. Dorothy Senga from Hi, Dorothy, please open your camera if you can. If not, we will add your face as an I edition. have a difficulty, such difficult to open it. Okay, don't worry. Let me check, please. Yes, if you can do it, that's great. Oh my God. Don't worry. What's matter? Oh, sorry. Don't worry. Oh yes. Here we Yes, go. yes, we can look at you. Claire, you tell us. Thank you so much. Everyone is holding the smile. And I'm sure we're gonna call for a second round of this session because there's a lot of discussion that we need to have. We will look at this session as just the introduction to the topic. Thank you so much, everyone, for being here, for your interest, for the time that you dedicated to the session, also to our speakers, and to their interpreters that were also supporting us. Claire, yeah. Yes. Thank you. Thank you, everyone. Thank you. Thank Have you, a great so, day. Thank you. Thank you, everyone. Bye. Have a nice day. Bye. Let's be in touch with the Bye. email. Bye. Let's be in touch. Hi, Samantha, Salimata. How are you? Fine. Tumina, Hi, could you everyone. close the Dorothy session? from DRC. Yes.